Merci pour cette présentation. Je tiens d'entrée à remercier le comité organisateur d'avoir bien voulu m'inviter, moi et mon équipe, à présenter le fruit de nos travaux de recherche portant donc sur le traitement des eaux de ruissellement routier chargé en sel de déglaçage. Donc, projet de recherche subventionné par le CSNG, donc dans le cadre du programme Recherche et Développement Coopératif, avec la participation de plusieurs joueurs autour de la table, la ville de Québec, le ministère des Transports, Agiro et la compagnie Veos. Tout à l'heure, à la fin de ma présentation, je vais vous donner les noms des personnes impliquées. Alors, je tiens à remercier Madame Fournier qui a planté déjà le décor concernant la gestion de ces eaux de ruissellement routier chargées en sel de déglaçage. Alors, je vais ajouter juste quelques données concernant donc cette problématique. Alors, il faut dire que dans les pays nordiques comme au Canada, on utilise plusieurs millions de tonnes de sel de voirie qui sont épandus chaque année comme agent de déglaçage pour, la sécurité routière. Alors, il faut dire qu'au Canada, on estime en moyenne 5 millions de tonnes par an qui sont épandues sur les réseaux routiers au Canada et au Québec, environ 1,5 million qui sont épandus. Alors, il faut dire qu'il existe plusieurs types de sel, de déglaçage, bien que le chlorure de sodium soit le plus utilisé, comme l'a indiqué Mme Fournier, il existe d'autres sels inorganiques tels que le chlorure de calcium, de magnésium, de potassium, et il existe également des agents anti-agglomérants, et également des abrasifs qui sont utilisés. Alors, ces autoroutes-là reçoivent donc des quantités importantes de sel et donc représentent une source potentielle de pollution pour les milieux environnants. Alors, à titre d'exemple, je vous indique ici quelques données concernant la salinité, 500 mg par litre pour une eau douce, inférieure, pardon, à 500 mg par litre pour une eau douce. Et vous avez pour une eau salée, on monte jusqu'à 3000, supérieur à 3000 mg par litre. Alors, ici, je tiens à vous présenter déjà la composition d'une eau de ruissellement routier parce qu'on veut la traiter. Donc, il est bon de savoir ce qu'elle contient. Vous voyez, elle contient, c'est vrai, des chlorures, du calcium, mais elle va contenir également de la turbidité, la matière en suspension et même des hydrocarbures, des éléments phosphorés, azotés, etc. Avec des concentrations en ion chlorure allant jusqu'à plus de 1000 ppm. Alors, ces eaux, lorsqu'elles arrivent dans le milieu naturel, ces eaux induisent une contamination des eaux de surface et souterraines destinées à la consommation et entraînent également un bouleversement des écosystèmes aquatiques, c'est-à-dire perturbation de la biodiversité, une détérioration de la structure, et perte de la perméabilité des sols. Ici est représenté un schéma montrant un peu les différents phénomènes lorsque l'eau n'est pas traitée et qu'elle est rejetée dans l'environnement. On estime à 60% de cette eau qui arrive dans les lacs, dans les cours d'eau, 40% qui s'infiltrent dans le sol. Et lorsque ces eaux salées sont infiltrées dans le sol, cela permet de mobiliser d'autres polluants qui se retrouvent également dans la nappe phréatique. Et vous avez également une partie de ces polluants qui se retrouvent dans le cours d'eau qui peuvent entraîner donc un effet néfaste pour la flore aquatique. Alors, face à cette situation, il faut noter qu'il existe plusieurs types de traitement de ces eaux de ruissellement routier. D'abord, pour la gestion, on va utiliser premièrement les systèmes de drainage dans des systèmes d'égout unitaires traditionnels. Et ensuite, ces eaux vont être traitées à la station d'épuration des eaux. Deuxièmement,
il y a l'utilisation des systèmes de sédimentation pour le cas de réseaux d'égouts séparés. Et vous avez ce qu'on appelle également des pratiques de gestion structurelle qui utilisent des bandes filtrantes non végétalisées. Je pense que ce matin, plusieurs en ont parlé. Vous avez des systèmes d'infiltration qui peuvent être utilisés, l'installation de stockage de bassins de stockage tels que les marais épurateurs, les systèmes de lagunage. Vous avez également des structures routières alternatives, pavés poreux, qui peuvent être utilisés. Mais il faut dire que ce genre de système est notamment utilisé pour gérer les pics de ruissellement routier et retiennent très peu de polluants, donc inefficace pour retenir par exemple des sels de chlorure. En particulier, vous avez les marais épurateurs qui sont utilisés, qui peuvent être efficaces pour éliminer la matière en suspension, la matière organique, les coliformes, l'azote, des métaux toxiques, mais ne sont pas très adaptés pour éliminer des ions chlorure. Alors, cette technique n'est pas adaptée pour éliminer donc les sels de déglaçage. Alors, l'alternative, dans la littérature, il y a plusieurs moyens qui peuvent être utilisés pour éliminer les ions chlorure issus des eaux de ruissellement routier. Vous avez des techniques de distillation, on a également des techniques de filtration. Des techniques membranaires peuvent être utilisées, mais peuvent être dispendieuses, très coûteuses. Et vous avez également l'osmose inverse qui est très efficace, mais son coût est très, très important relativement à l'électrodialyse qui peut être utilisée donc, pour traiter ces eaux. Alors, considérant ces inconvénients, il faut trouver donc une alternative pour pouvoir traiter ces eaux et récupérer et valoriser ces sels de voirie. Alors, donc, l'objectif de notre projet ici, ultime, consiste à mettre en œuvre un système innovant, une filière innovante pour traiter à la source, je tiens à souligner à la source, et récupérer, réutiliser ces sels de chlorure à partir des eaux de ruissellement routier chargées en sels de déglaçage et également éliminer la matière organique et inorganique. Alors, pour ce faire, on va donc utiliser des techniques qui n'utilisent pas de produits chimiques, mais ce sont des techniques basées sur l'électrolyse qui vont consister à traiter par voie électrochimique les eaux par électrocoagulation, suivi de l'électrodialyse et de l'électrochloration qui va permettre donc de valoriser les sels de chlorure. Alors, les travaux ont été réalisés et nous avons identifié naturellement le site, le lac Clément. Pourquoi? Parce que le lac Clément est connecté à une source d'approvisionnement en eau potable et donc ce lac peut être sujet à la contamination par les chlorures qui peuvent donc atteindre donc, la rivière Saint-Charles. Donc cela peut induire donc, des problèmes d'augmentation de la salinité, réduction de la capacité de mélange, déséquilibre également de la faune et la flore, mobilisation d'autres polluants. Alors, ici, je vous présente un peu le lieu d'échantillonnage avec notre méthodologie. Merci. Et donc, vous voyez ici, vous avez le point d'échantillonnage qui est ici, alors qui est en amont du lac. Donc, l'idée, c'est de pouvoir donc intercepter ces eaux à ce point-là, qui est très proche du réseau routier. Vous avez l'autoroute 73, le boulevard Talbot, et vous avez également l'avenue de la Rivière Jaune. Et donc, c'est ici que nous avons échantillonné. Dans un premier temps, on a donc caractérisé ces échantillons. Ensuite, on a procédé à la clarification. Ensuite, au dessalement par électrodialyse et ensuite l'oxydation des ions chlorure. Alors, ici, vous voyez, on a donc des résultats d'échantillonnage qui s'est fait depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui. On a des pics de pollution en ions chlorure autour de 800 mg par litre. Donc, c'était donc au mois de mars. Et donc, on peut avoir des concentrations relativement plus faibles, autour de 88 mg par litre. Et ce qu'il faut noter, ces eaux
sont également chargés en matière en suspension, turbidité. Et donc, pour pouvoir récupérer adéquatement les sels, il faut pouvoir clarifier ces eaux. Alors, en laboratoire, nous avons procédé au traitement de clarification par électrocoagulation qui a consisté à utiliser des électrodes d'aluminium et ensuite suivi de la décantation, décantation lamellaire, et ensuite l'eau clarifiée, nous l'avons acheminée dans un filtre à sable pour le clarifier davantage. Alors, le principe de l'électrocoagulation consiste à utiliser des électrodes solubles telles que l'aluminium à l'anode. Il y aura donc dissolution anodique de ces électrodes qui vont permettre de relarguer des ions aluminium qui vont donc servir d'agents coagulants qui vont permettre de neutraliser les particules, les charges négatives des particules colloïdales et des matières en suspension. Ensuite, vous avez donc la possibilité de former des flocs qui vont décanter. Et comme vous pouvez le voir, les eaux ont été échantillonnées ayant une turbidité de 62 NTU. Donc, après électrocoagulation sans ajout de produits chimiques, nous sommes parvenus à descendre la turbidité jusqu'à 2,2 NTU. On a également l'autre type d'échantillon qui a été également traité. On peut atteindre des turbidités résiduelles inférieures à 0,82 NTU. Alors, après électrocoagulation, clarification, merci, il y a l'électrodialyse. Nous avons utilisé l'électrodialyse qui consiste donc à pouvoir concentrer les sels à travers une cellule composée de membranes alternativement anioniques cationiques qui nous permet de concentrer dans un compartiment. Donc ici je vous présente, vous avez les membranes alternativement cationiques anioniques. Ensuite, vous avez les électrodes qui sont placées de part et d'autre des cellules. Et vous avez donc ici une pompe qui va permettre de récirculer donc l'eau qui se trouve dans les chambres cathodiques et anodiques. Et ici, vous avez donc les chambres, les compartiments de concentration et des compartiments de dilution. Alors, suite à l'application de l'électrodialyse de l'eau électrocoagulée, nous sommes parvenus à dessaler ces eaux en partant de 800 mg par litre jusqu'à des concentrations vraiment négligeables, alors que dans le compartiment de concentration, comme vous pouvez le voir, on a donc une augmentation de la concentration dans le compartiment de concentration. Et on a également fait des tests à différentes températures pour voir est-ce que la température a une influence. Comme au Québec, on a des températures froides. Et comme vous pouvez le constater, il n'y a aucun effet sur le traitement. Par la suite, l'eau qui a été dessalée, on a récupéré ces eaux du compartiment de concentration. On a soumis ces eaux au traitement d'électrochloration, qui est également une cellule compartimentée qui nous permet donc de pouvoir produire du chlore actif dans le compartiment anodique par oxydation des ions chlorure. Je vais un peu rapidement. Alors ici, c'est pour vous montrer un peu le principe des cellules électrolytiques avec des électrodes non consommables qui nous ont permis donc, avec une membrane échangeuse de cations, qui nous permet donc de concentrer donc dans le compartiment anodique le chlore qui est obtenu par oxydation des ions chlorure et on a donc des pH très faibles dans le compartiment anodique, si bien que vous avez donc une concentration du chlore dans le bassin de récirculation. Donc, comme vous voyez en bleu, on a l'évolution du chlore dans le compartiment, dans l'électrolyseur, et en jaune, vous avez les concentrations dans le bassin de récirculation. Donc, je vais passer cela pour vous présenter un peu la suite. La planification des travaux, ce qu'on entend faire, c'est de faire une étude de pilotage sur site d'ici 2023. Alors, cela va consister à concevoir
ensuite demander une autorisation pour aller sur le site, réaliser le pilote, valider les données obtenues en laboratoire. Pour ce faire, il faut identifier d'abord le site, ensuite déterminer la stratégie d'interception des eaux de ruissellement routier, faire le montage qui va permettre de traiter 5 à 10 mètres cubes par jour, valider les performances et faire une étude technico-économique. Alors, ici, je vous présente un pilote d'électrocoagulation que nous possédons déjà dans nos laboratoires, qui peuvent être disponibles pour l'étude de pilotage. Et ici, je vous présente des unités pilotes que nous pouvons nous procurer donc pour réaliser l'étude sur site. Et pour ce faire, il faut une source de financement. Donc, on a déjà, en collaboration avec la Ville de Québec, identifié déjà des sources de financement qui vont nous permettre donc de pouvoir faire l'étude de pilotage. Et ici, je vous présente des participants avec François Proulx, Anne-Marie Quentin de la Ville de Québec, Agiro, pardon, avec Sonia. Ensuite, le ministère des Transports du Québec, Jean-Philippe Robitaille, Michel Michaud, Jérôme Gay, VEOS avec Emmanuel Brien et pour l'INRS, votre humble serviteur. Et vous avez Ala Benguit et Mitra Ibrahimi qui sont impliqués dans ces travaux. Je vous remercie de votre attention. Ah, j'avais 5 minutes. J'aurais pu. J'ai pourvu, je ne sais pas si tu comprends. Non, mais je laisse tout le temps. Ah, ok, d'accord. Oui, désolé, la fin, ça a été un peu rapide, mais si je comprends bien, le but, c'est d'installer une espèce de mini-usine de filtration sur le ruisseau, puis après ça, de remettre cette eau-là dans le ruisseau après qu'elle soit traitée, mais qu'on peut revaloriser les chlorures, c'est ça? Oui, c'est ça. Okay. Intercepter ces eaux de ruissellement routier dans un bassin et ensuite les traiter successivement à travers l'électrocoagulation qui va permettre de clarifier. Ensuite, l'électrodialyse qui va permettre de concentrer et éventuellement le concentrat, parce que le concentrat, ça devient un déchet, il faut le gérer. Le diluat, c'est ce qui a été appauvri en sel, on va le rejeter dans le lac Clément. Mais le concentrat, il faut l'utiliser pour faire, par exemple, du chlore actif qui peut être valorisé comme agent de désinfectant, etc. Est-ce que vous savez si c'est quelque chose qui se fait ailleurs? L'électrodialyse, ce que je vous ai présenté? Oui, est-ce que ça a déjà été placé sur certains ruisseaux, pas nécessairement au Québec, mais ailleurs? Non, non. C'est un principe qui est connu, mais à ma connaissance, cela n'a pas encore été utilisé pour faire ce qu'on veut faire avec la gestion et le traitement des eaux de ruissellement routier. Puis merci, c'est très novateur, c'est vraiment intéressant. Est-ce qu'on peut utiliser la même technique pour dépolluer le lac Clément? Dépolluer un lac, c'est compliqué. C'est pour cela que la stratégie, c'est d'intervenir à la source, c'est-à-dire le plus près possible de l'entrée des polluants dans l'environnement. C'est un peu la stratégie que nous mettons en place et même c'est une stratégie que nous développons à travers le laboratoire que je dirige. Pourquoi? Parce que à la source, on a des concentrations beaucoup plus importantes et donc le polluant est facilement accessible, donc il peut être géré. Par contre, lorsqu'on doit traiter ce polluant, par exemple à la station d'épuration ou bien dans un lac, ça devient trop diffus et c'est difficile de pouvoir gérer la contamination. Donc l'idée, ce n'est pas de traiter le lac, c'est d'intercepter à la source, ensuite traiter et rejeter dans le lac. C'est bien, ça suscite des questions. Je suis content parce que... Est-ce que vous avez évalué le bilan des chlorures du lac que vous seriez en mesure, des apports au lac que vous seriez en mesure de traiter? Le bilan. Mettons, la quantité de sel qui rentre dans une année dans le lac, ce que vous proposez, est-ce que vous avez une idée de
de cette quantité-là que vous seriez en mesure de traiter? Je pense que ces données-là vont nous être transmises par Agiro parce qu'ils ont des données, ils ont documenté cela. Donc, en fonction de cela, on va pouvoir faire des simulations suite à l'étude de pilotage pour voir est-ce que c'est rentable ou pas. Donc, parce qu'à ce stade, on a fait la preuve du concept à l'échelle laboratoire. C'est pour cela que nous travaillons, nous sommes en pourparlers avec la Ville de Québec pour travailler sur une étude de pilotage sur site en allant chercher un financement qui va nous permettre de faire la démonstration et faire les bilans, faire toutes sortes de simulations pour pouvoir avoir des données pratiques sur lesquelles on pourrait s'appuyer pour planifier une installation permanente. C'est bien ça, hein, Sonia? Oh, oui. En fait, on a plus que 15 ans de données sur les selles de voirie au lac Clément, et étant donné que c'est le principal affluent qui est très concentré et petit, à quelque part, on pense de pouvoir chercher pas mal tout ce qui rentre dans le lac Clément. Et si ça fonctionne, puis je pense bien que ça va fonctionner, ça va régler aussi le problème du lac en soi parce qu'il flush quand même assez bien. Je vous en prie. Merci.